On nous dit que la Terre est sphérique, mais depuis quand cette idée a-t-elle commencé à être établie, ou comment sont-ils arrivés à cette conclusion? Pour le savoir, il faut revenir sur quelques histoires. Si nous remontons très loin, nous constaterons que des cultures anciennes qui possédaient une grande connaissance, comme les Égyptiens, les Babyloniens, les Mayas, les Incas, etc., savaient que la Terre était plate et les représentaient toutes de manière très similaire. La Terre est aussi le plus ancien écrit de l'humanité. Les Chaldéens la représentent comme un disque flottant sur l'océan, ce qui constitue la prémisse des premières cartes grecques, telles que celle d'Anaximandre et d'Hécateusse de Milet. La Bible est aussi un livre qui décrit que la Terre est plate. Mais quand ont-ils commencé à dire que la Terre est sphérique et tourne autour du Soleil? On dit que la première personne à défendre l'idée d'une Terre sphérique fut Pythagore au VIe siècle avant J-G. Mais cette idée contredit le fait que la plupart des pythagoriens présocratiques pensaient que la Terre était plate. Thalès de Milétus détenait la vision de la Terre plate. Aristote du IVe siècle avant J-B a expliqué pourquoi la Terre est une sphère dans ses écrits sur le ciel, et a cité la valeur de sa circonférence. Il est supposé que la connaissance de la Terre sphérique a progressivement commencé à se propager au-delà du monde hellénistique. Depuis lors, en 240 AV J.C., Ératosthène aurait calculé la circonférence de la Terre. Depuis lors, beaucoup ont considéré cela comme une bonne preuve de sphérique. Dans le traité mathématique chinois, Xovi Zhuan Jing du 1er siècle après J.C., une mesure semblable à celle d'Ératosthène est incluse, sans remettre en question l'idée que la Terre est une surface plate, mais plutôt considérant le ciel comme une sphère qui l'entoure entièrement. D'autres Grecs ont également parlé de la sphère, comme Séleuc de Ptolémée dans son traité astronomique à Sa Majesté Archimède, qui a utilisé l'astronomie pour postuler la sphère de la Terre. Et Aratus de Solos, qui parle de la Terre dans Phénoménos, Aristarcho et diamètre de la Terre, etc. L'Empire romain, originaire de la Grèce, a aussi diffusé l'idée que la Terre est un monde sphérique dans l'astronomie. Mais plus tard dans l'histoire, nous trouvons aussi le monde sphérique des Arabes, par exemple Al-Biruni et ses descriptions du transit des sphères, Af al-Rahman, Al-Magesto, et ses traducteurs soufis des sphères célestes et terrestres, Nasir al-Din, al-Touzi, et ses études astronomiques sur la précession de l'équinoxe, etc. Depuis l'Antiquité classique et les débuts de la théologie chrétienne, la notion de la Terre comme une sphère s'est complètement répandue, mais a été consolidée grâce à la forte influence de l'Église catholique, comme nous le verrons plus tard. Mais du point de vue européen, l'exploration portugaise de l'Afrique et de l'Asie, la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb au XVe siècle et le tour du monde initié par Fernando Magellan et réalisé par Sébastien Elcano, prétendument, fournissent les preuves expérimentales nécessaires à la forme sphérique de la Terre. Ainsi, Copernic, Galilée et Newton pensent avoir renforcé et démontré cette sphère. Bien qu'aujourd'hui, nous savons que voyager autour du monde ne le prouve pas du tout. En recherchant et consultant les différentes sources, nous découvrirons certainement que la Terre est sphérique. On la retrouve aussi à travers la carte et ses auteurs respectifs. Il est important de souligner que de nombreux textes et livres, qui pourraient prouver la sécurité du monde sphérique, peuvent être trouvés dans des collections privées ou dans des bibliothèques protégées comme le Vatican, et ont été cachés et perdus. N'importe quelle position peut être réfutée, mais ceux qui aujourd'hui assurent et défendent la théorie de la Terre sphérique et de l'héliocentrique sont également soutenus par les images du voyage sur la Lune, il y a 50 ans, et les présentent comme preuve finale. Nous reviendrons sur une partie de l'histoire jusqu'au XVIIe siècle, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'héliocentrie soit consolidée comme modèle scientifique et que les fondements de l'astronomie moderne soient posés. Comme on l'a mentionné précédemment, c'est à la fin du XVe et au début du XVIe siècle que la sphère de la Terre apparaît de manière consolidée, bien que, dans de nombreux cas, elle se heurte à des résistances lorsque le voyage vers le Nouveau Monde commence à cartographier les détails de la latitude, de la longitude et des pôles. Bien que plusieurs années se soient écoulées depuis le soi-disant premier voyage en Amérique jusqu'à la consolidation des planètes sphériques,
Pierre de Médina a achevé sa sommation cosmologique en 1538 et fut l'un des premiers à créer une grande quantité de cartes et d'informations pour faciliter la navigation dans le monde. Utilisant un modèle géocentrique, Pedro de Médina a placé la Terre au centre de l'univers, les planètes et les étoiles tournant autour d'elle. Le modèle utilisé par Pedro de Médina, avec la partie astrologique de son compendium, commence-t-il à nous donner une idée d'où vient la vision du monde de la Terre. Selon l'auteur, ce qui est vu ici est la forme de la sphère terrestre avec les tropiques, l'équateur, les pôles, quelques méridiens et l'écliptique, l'endroit où passe le Soleil, la Lune, les planètes, les signes zodiacaux, selon la zone d'influence astrale de ceux qui connaissent l'astrologie, mais modifiée, dont le centre est la position de l'observateur. En 1568, 30 ans après la sommation cosmologique, la Terre est maintenant remplacée par la sphère de la Terre, et nous pouvons trouver une référence claire à la Terre sphérique dans les deux cartes célestes de Bartholomew Villo. Dans cette image, la Terre reste le centre de l'univers, car elle est basée sur le modèle géocentrique aristotélicien de Ptolémée. Cette image n'est pas seulement astrologique, et c'est la grande influence que l'Église catholique a eue sur le développement de tous ces modèles. C'est pourquoi nous pouvons voir la représentation de Dieu et de Jésus en haut de l'image. Selon Ptolémée, des images similaires existaient déjà avec le modèle de l'univers d'Aristote en 1524. Mais avant ces exemples, il existait déjà des cartes plus ou moins informatives qui représentaient d'une manière ou d'une autre la possibilité de la sphérie de la Terre à l'époque, ou peut-être des représentations plus appropriées pour une meilleure navigation, comme le Cantino Planisferio de 1502 et le Caberio Planisferio de 1106. En 1507, l'Universalis Cosmographie fut publiée par Martin Walsey Müller, célèbre pour avoir utilisé pour la première fois le mot « Amérique » dans la Terrenov tabule. Martin Walsey Müller a aussi acquis le premier plan sphérique découpable permettant de fabriquer un globe, bien que l'original n'ait pas survécu, et la première copie fut publiée en 1871. À partir du XVIe siècle, l'idée d'une Terre sphérique commence à se consolider dans les cartes indispensables à la navigation, au commerce et à la conquête. Pour comprendre l'emplacement approximatif de ce lieu que nous appelons la planète, c'est pourquoi les lignes loxoromiques sont si importantes sur les cartes, car c'est grâce à elles qu'on peut se déplacer directement d'un lieu à un autre, sans retard, réduisant les risques de désorientation. Tout le reste, sa forme, ses lignes imaginaires et ses points d'observation étaient basés sur la croyance que la Terre était sphérique, comme nous le verrons plus tard, par l'Église catholique plutôt que par les scientifiques de l'époque. La carte ci-dessous est le chapeau des imbéciles d'Oron Séphine, et bien que certains l'attribuent à un Piterapiano ou à Abraham Ortelius, si quelqu'un devient l'auteur, cette carte essaie de susciter une réaction chez tous ceux qui la voient, en particulier chez ceux qui défendent la possibilité d'une Terre sphérique. Il s'agit d'une carte en forme de cœur et d'un chapeau de clown avec une inscription en latin. Oron Séphine connaît également une autre carte qui a également suscité controverse et rejet, celle découverte à la Bibliothèque du Congrès des États-Unis dans les années 1970, et qui montre à quoi pourrait ressembler le continent antarctique, 200 ans avant la découverte officiellement acceptée, du point de vue centré sur les 4 îles des pôles et de l'Arctique, qui apparaissait sur plusieurs cartes de l'époque et qui n'existait plus aujourd'hui. En 1549, Onze Finet réalise également la sphère du monde, montrant la notion de monde sphérique. Le mot monde est la référence de l'univers, et vient donc des Grecs, la sphère céleste, dont la forme est finalement représentée dans la sphère armillaire. Et l'astrologie ne cesse de mentionner sa sphère d'influence, ou l'observateur au centre de celle-ci. Voici une autre carte de Petrus Appiano, basée sur l'Almageste de Ptolémée. Ici, vous pouvez voir la Terre sphérique et la sphère céleste qui l'entoure, typique du modèle géocentrique Ptolémée. Il est important que vous puissiez lire clairement le zénith et le nadir, qui sont les opposés de la ligne imaginaire qui traverse le point central de l'observateur sur la sphère céleste.
Ceci est pertinent, car il montre que les gens parlent toujours du point de vue de l'observateur au centre de toute chose, de la sphère d'influence de l'homme et de sa relation avec la sphère céleste et l'analyse astrologique, puisque le centre, autour duquel toute chose tourne aujourd'hui, est occupé par la Terre et non par chaque observateur individuel. Auparavant, à partir de notre point d'observation, chacun de nous était le centre de notre monde. C'est ici que nous voyons que les observateurs sont remplacés par les sphères, et que nous voyons qu'ils ont apporté sur la Terre toute la connaissance de la sphère céleste. Pour le renforcer, nous pouvons regarder la métaphysique cosmique de 1617 de Robert Fruth, médecin, astrologue et mystique anglais, et exponent de l'alchimie, qui place l'homme au centre comme point d'observation central de l'univers, dont la sphère d'influence comprend l'univers, le macrocosme et un ange qui tire sur une corde et fait tourner tout autour de lui. De toute évidence, les principes de consolidation de la sphère terrestre sont enracinés dans l'astrologie, la métaphysique, la philosophie et la religion, en mélangeant de vieux concepts et idées, en recyclant certains, en abolir d'autres, en modifiant et en ajoutant de nouveaux, en remplaçant l'homme par la terre et la sphère céleste par la terre, peuvent avoir une intention claire de diriger la connaissance vers une idée préconçue. La plupart de tout cela fut fait par ceux qui avaient des textes anciens, des recherches et des outils suffisants pour le faire, des moines, des rois, des érudits de la cour royale, etc., sans cesser de mentionner les choses les plus importantes et les plus nécessaires pour que cette révolution de la pensée puisse se dérouler comme l'invention de la presse à imprimer. Dans l'Esplendor Solis, un codex initiatique basé sur l'alchimie datant de 1582 conservé à la British Library, nous pouvons voir le travail des moines catholiques de l'époque sur la presse à imprimer, mesurer sur la sphère céleste, produire et traduire des textes scientifiques sur l'astronomie, etc. Le travail et l'influence de l'Église et du roi dans la traduction, l'interprétation, la modification et la production de textes et de cartes étaient si importants que les cartes qu'ils produisaient montraient leur influence et leur pouvoir sur une région, alors que les données scientifiques et géographiques n'étaient pas importantes. Ils ont manipulé l'information et les croyances dans une certaine mesure, comme le montre la carte de l'Europa Prima Parterae, rapporte Virginis 1581. Cette carte, dessinée par le théologien et géographe évangélique Heinrich Bunting, montre une reine vierge et son règne en Europe, c'est-à-dire le pouvoir du roi et de l'Église sur cette terre. Ceci est renforcé en observant ce qui tient la sphère du pouvoir ou la sphère impériale dans la main droite, et le sens de la croix et le pouvoir et l'influence de ces secteurs dans le monde. Cette portée de pouvoir peut également être observée dans le symbolisme des saints catholiques et leur représentation dans les peintures et les textes. Voici une autre carte de Heinrich Buti qui montre l'influence du catholicisme sur tout ce que nous voyons se développer. Ceci est une carte de Jérusalem datant de 1581, montrant Jérusalem au centre d'une fleur dont les pétales sont d'autres territoires. Cette carte est très importante pour comprendre beaucoup de choses avant et après cette date, car elle reflète les pensées et les intentions de l'Église catholique et son impact depuis le temps. Regardons le centre de la sphère d'influence sur cette carte, le centre de l'observateur, autour duquel tout le reste tourne. S'il n'est pas clair de quoi nous parlons, il convient de mentionner que beaucoup de textes traduits par l'Église catholique sont musulmans et qu'aujourd'hui ils sont à la base de la science et des connaissances anciennes. Ce qui soutient l'idée que, dans l'Antiquité, les gens auraient dû savoir que la Terre était une sphère. Poursuivant quelques exemples de ce principe de consolidation sphérique de la Terre, regardons quelques cartes principalement basées sur Ptolémée, dont les interprétations ont été transférées sur les cartes principalement à la fin du XVe et du XVIe siècle. Nous avons déjà parlé de l'Almageste et de son influence énorme sur tout cela, de sa traduction latine à sa traduction arabe plusieurs siècles après sa soi-disant réalisation. C'est d'après une interprétation du XVe siècle du globe trouvée dans la bibliothèque du musée de Ptolémée et de Valladolid. Voici une autre représentation du XVe siècle par le moine bénédictin allemand Nicolas Germanos dans son livre Cosmologie.
Autre représentation du géographe et cartographe allemand Henricus Martellus Germanus dans son livre d'images de l'île Insolarium Illustratum de 1484. Ces exemples et beaucoup d'autres proviennent de l'interprétation de la traduction latine de Ptolémée. Un autre exemple de carte sphérique ou sphérique de la Terre se trouve dans le Theatrum Orbis Terrae, qui signifie « théâtre du monde », du géographe flamand Abraham Ortelius datant de 1570. Jusqu'à présent, nous avons vu plusieurs exemples où nous pouvons voir que la Terre sphérique commence à dominer le domaine de l'enseignement et de la cartographie. Bien sûr, ce ne sont que quelques-unes des centaines ou des milliers, mais nous verrons d'autres choses qui sont très importantes pour comprendre pourquoi ce domaine est apparu à partir du XVIe siècle. Il est également important de préciser que nous avons constamment vu des réalisations européennes, car c'est là que la dominance sphérique est devenue présente au fil des ans. Bien sûr, elle a son explication, comme nous verrons plus tard. Nous pouvons simplement voir davantage de cartes montrant la forme sphérique de la Terre ailleurs, mais les dates s'étendent généralement à la fin du XVIe et du XVIIe siècle, comme cela s'est produit en Chine. C'est-à-dire que cette connaissance a été apportée de l'Europe aux pays asiatiques, comme Kunio Kwokugwangtu. En 1602, Matthew Ricci, missionnaire jésuite catholique italien, mathématicien et cartographe, fit une traduction littérale de la carte prospective des pays du monde. Cette photo est une reproduction datant de 1920. Dans le coin inférieur gauche, l'Antarctique. Bien sûr, sur la carte de 1602, la présence d'une carte de l'Antarctique a attiré l'attention puisqu'elle a été officiellement découverte et naviguée jusqu'en 1774. Certains navires français ont atteint quelques îles il y a quelques années, mais il est apparu là-bas. Certains pensent que c'est l'Australie parce qu'elle n'apparaît pas sur la carte du monde, selon les propres mots de Matteo Ricci. Il y a longtemps, personne ne savait que des endroits comme l'Amérique du Nord et du Sud, où Magellan existait, écrit Rich, en utilisant les noms que les premiers cartographes avaient donnés à l'Australie et à l'Antarctique. Cependant, il y a 100 ans, les Européens ont atteint plusieurs zones côtières sur leurs bateaux et les ont découverts. Un autre Konyu Gwangogwanu est une œuvre du jésuite Julius Aleni en 1610. En 1609, une carte complète de la terre de jade de Shanghai, dont l'auteur est inconnu, fut publiée. À partir des travaux de Matteo Ricci, Shanghai Yudi Spring a été profondément influencé par les missions jésuites en Chine. Cette carte combine la forme sphérique de la Terre avec la forme et la conceptualisation de la carte de la Chine, qui existait avant Rich. Plus tard, nous discuterons de l'influence des jésuites sur tout cela. Mais comment avons-nous obtenu une représentation à grande échelle de la Terre sphérique à partir du XVIe siècle? Parce qu'il est clair qu'une telle chose ne peut pas se produire du jour au lendemain, mais doit se produire dans l'histoire, ou du moins il y a quelques années. Mais depuis quand? À un moment donné de l'histoire, quelqu'un a dû considérer la possibilité que la Terre soit une sphère, même ignorant ses propres sens, et l'impossibilité d'aller suffisamment loin pour voir sa surface. Au XXe siècle, avec l'avènement des avions et des fusées, des montgolfières, des appareils photographiques et des caméras vidéo, nous ne pouvons guère le faire, mais la balle doit gagner sa place dans l'esprit de quelqu'un, avec des preuves circonstancielles, de l'imagination et de la logique, et bien sûr des explications philosophiques et subjectives, pour ensuite se positionner dans le pouvoir et la suggestion, car c'est là que commence la pensée et la doctrine. Je remercie et envoie mes salutations cordiales à Eva Luège pour avoir partagé votre livre avec moi et me permis de l'utiliser pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous et partagez-la. Et ne manquez pas de futurs reportages vidéo.